Eh bien, si tout le monde est installé, on peut y aller. Donc, oui, bah, écoute, je te laisse y aller directement. Tu te présentes et puis tu y vas directement, si ça te convient. Et puis ensuite, on pourra avoir voilà, une discussion, un échange avec tout le monde ici. Merci beaucoup. Merci. Bon, alors vous m'entendez? Ça va? Oui, OK. Je suis contente d'être là. Je suis loin. J'ai trouvé les conversations cet après-midi très intéressantes. Ce que j'ai préparé, je ne sais pas si j'aurai le temps de parcourir le texte en entier. Je te l'ai envoyé, Tristan, au cas où les gens voudraient le lire. Euh, Moi, je pars peut-être d'un autre endroit, dans le sens que ça fait assez longtemps au Québec qu'on fait la recherche-création, donc c'est peut-être plus un œil un peu critique sur les modalités académiques qui veulent s'emparer du concept. Et bon, mais je vais simplement vous donner mon petit manifeste et vous verrez, vous aurez des questions ou vous trouvez ça intéressant ou non. Donc, le texte s'appelle Faire œuvre, 10 propositions pour la recherche-création. 1. Créer de nouvelles formes de connaissances. La recherche-création génère de nouvelles formes d'expérience. Elle situe ce qui semble souvent être des pratiques disparates en leur donnant un canal d'expression collective. Elle reconnaît avec hésitation que les modes normatifs d'enquête et de confinement sont souvent incapables d'évaluer sa valeur. Elle génère des formes de connaissances qui sont extra-linguistiques. Elle crée des stratégies opérationnelles pour un positionnement mobile qui prend en compte ces nouvelles formes de connaissances. Elle propose des assemblages concrets pour repenser la question même de ce qui est en jeu dans la pédagogie, dans la pratique et dans l'expérimentation collective. La recherche-création propose ces nouvelles formes de connaissances dont beaucoup ne sont pas intelligibles dans le cadre des conceptions actuelles de ce que pourrait être la connaissance. Considérer que les nouveaux processus créeront de nouvelles formes de connaissances qui n'auront peut-être aucun moyen d'être évaluées dans le cadre des modèles disciplinaires actuels. 2. Expérimenter la pensée. Comment le fait de restituer la recherche-création comme une pratique qui pense pourrait-il nous fournir le vocabulaire nécessaire pour prendre au sérieux le fait que la théorie philosophique est elle-même une pratique, tout autant que son objet, c'est une citation de Gilles Deleuze, elle n'est pas plus abstraite que son objet. Elle est une pratique des concepts et nous devons la juger à la lumière des autres pratiques avec lesquelles elle interfère. Il s'agira d'ouvrir la pensée au-delà de son articulation dans le langage vers ce que Bergson appelle le mouvement de la pensée, de l'engager à la limite immanente où elle est encore pleinement en acte. Considérer que le faire œuvre est un mode de pensée. Penser à la philosophie non pas comme celle qui encadre un processus déjà achevé, mais comme celle qui s'attache à la pratique artistique de l'intérieur, qui ouvre la pratique à son potentiel. La philosophie comme mode d'existence résonne dans la pratique. La recherche-création pousse la texture de cette cohabitation. 3. Œuvrer au-delà de l'objet. Prenons l'art dans sa définition médiévale de voie, V-O-I-E. Si l'art est compris comme une voie, il ne s'agit pas encore d'un objet, d'une forme ou d'un contenu. Considérons que la recherche-création est moins un objet qu'un mode d'activité qui est le plus intéressant lorsqu'il est constitutif de nouveaux processus. Pour être constitutif de nouveaux processus, il est nécessaire que le potentiel soit exploité avant que le travail ne s'aligne sur les méthodes disciplinaires et les structures institutionnelles existantes, qui incluent le capital créatif. La production de nouvelles formes de connaissances implique la production de nouvelles formes d'expérience pour lesquelles il n'existe pas de méthodologie préétablie, pour lesquelles il n'existe pas de valeur prédéterminée. Ce que la recherche-création peut faire, c'est proposer des agencements pour repenser la question même
de ce qui est en jeu dans la pédagogie, dans la pratique et dans l'expérimentation collective. 4. Habiter le transversal. L'inquantifiable dans l'expérience ne peut être pris en compte que si l'on commence par un mode d'investigation qui réfute la catégorisation initiale. Il faut dire ici en parenthèse que les questions de méthodologie sont très, très courantes depuis à peu près 10 ans dans la recherche-création, dont ma résistance. L'inquantifiable dans l'expérience ne peut être pris en compte que si l'on commence par un mode d'investigation qui réfute la catégorisation initiale. Au lieu de limiter la connaissance à ce qui peut déjà être vérifié et mesuré, trouvons, comme le suggère William James, des moyens de rendre compte non seulement des termes de l'analyse, mais aussi de tout ce qui se tisse transversalement entre eux. Relevons le défi de l'empirisme radical qui commence au milieu, dans le désordre des relations qui ne sont pas encore organisées en termes de tels que sujet et objet. James appelle ce champ de relation l'expérience pure, pure non pas au sens de pureté, mais au sens d'immanence aux relations actuelles. L'expérience pure se situe à la limite du virtuel et de l'actuel, dans le registre expérientiel du quasiment déjà. Elle fait partie de l'expérience dans le sens où elle contribue affectivement à la façon dont l'expérience s'installe dans ce que James appelle les relations connaisseurs-connus. Notons que la réorientation du réel pour inclure ce qui peut être expérimenté, plutôt que connu en tant que tel, remet profondément en question la notion selon laquelle la connaissance est basée sur la quantification. Ceci est la puissance de l'empirisme radical qui nous donne une technique pour travailler avec l'enacte au cœur de l'expérience, en fournissant des moyens subtils de composer avec des relations changeantes entre le connaisseur et le connu, en gardant à l'esprit, bien sûr, que le connaisseur n'est pas le sujet humain, ou pas simplement le sujet humain, mais la façon dont les relations s'ouvrent elles-mêmes vers des systèmes de subjectivation. 5. Apprécier le processus. Le pragmatisme spéculatif est la clé de ce processus. Le pragmatisme spéculatif est une approche qui s'intéresse à la puissance pragmatique des conditions actuelles, tout en restant orienté vers l'encore inconnu. Un pragmatisme spéculatif prend comme point de départ la rigueur de l'expérimentation. Il s'intéresse à l'anarchie qui est au cœur de tout processus et s'engage dans les techniques qui permettent d'accorder l'anarchie à de nouveaux modes de connaissance. Il s'intéresse également à ce qui échappe à l'ordre et surtout à ce que cet excès peut faire. Le pragmatisme spéculatif reconnaît implicitement que la connaissance est inventée dans la fuite, dans l'excès. Il faut le redire, une approche pragmatique spéculative ne commence jamais par un sujet préformé. Une approche spéculative pragmatique prend l'événement et non le sujet comme point de départ. Son pragmatisme réside dans le fait qu'elle reste intéressée et engagée par tout ce que l'événement peut faire, ce qui inclut la manière dont il se positionne dans le champ de la relation. La notion de superjet de Whitehead, le sujet de l'événement, est utile ici. Le superjet souligne que l'occasion de l'expérience est elle-même ce qui propose des relations connaisseurs-connus, ce qui aboutit à un sujet qui est le sujet de l'expérience plutôt qu'un sujet extérieur à l'expérience. L'expérience, nous rappelle-t-il, n'est pas constituée d'abord et avant tout de relations humaines. 6. Activer le plus que. Une conception de la méthode est inextricablement liée à la croyance en la raison. Dans ce contexte, la raison fonctionne comme un appareil de capture. Elle diagnostique, situe, organise et en fin de compte étudie, juge et comprend. Bien que les méthodes soient toujours ouvertes au changement, leur tâche consiste à se prémunir raisonnablement contre l'ineffable. Ce qui ne peut être catégorisé ne peut être amené à rendre compte de lui-même et tombe donc dans l'oubli. La connaissance consciente est privilégiée par rapport au prélinguistique et à l'infraconscient.
L'écriture est privilégiée par rapport à la parole et certainement par rapport à toutes les autres formes de production. La méthode, ainsi ouverte qu'elle puisse paraître dans un contexte donné, sert à définir la connaissance au plus profond d'elle-même, en disciplinant la question même de ce qui constitue la connaissance. Whitehead cherche à dépasser la définition kantienne de la raison pour s'orienter vers ce qu'il appelle la fonction de la raison. Whitehead considère la raison non pas comme un contenu allié à une méthode, mais comme une coupe qui réoriente le champ de l'expérience. La raison, suggère-t-il, est l'appétit du processus pour la différence. Une définition complètement bizarre. C'est ce qui pousse les occasions d'expérience à se distinguer dans l'ensemble des activités. C'est, je cite, la contre-agence qui sauve le monde de la simple vie. Cette coupure n'est pas un point final, elle n'est pas la capture d'un processus. La raison ici n'appartient plus à Kant, elle a de l'appétit. La coupure est opératoire, elle active un potentiel, elle met en mouvement. La méthode, en revanche, fonctionne comme un arrêt, comme un point final. Je cite, « La naissance de la méthodologie, écrit Whitehead, est dans son essence la découverte d'une esquive pour vivre. » Considérer la technique comme une proposition ou la méthode est un positionnement. Définir la technique comme ce qui accorde le champ de résonance d'un système en devenir. Considérer la technique comme l'acte de répétition qui affine le système en lui apportant de la rigueur. Une technique doit être inventée pour chaque processus. Et comme le processus change, la technique change aussi. La technique intègre la répétition et la différence dans l'acte, ouvrant un processus à son potentiel de différenciation en tant que ceci ou cela. La technique est nécessaire à l'art de la pensée, à la pensée dans l'acte, mais elle n'est pas un art en soi. La clé est d'aller au cœur de la technique, lecture attentive, exploration engagée du matériel, pratique quotidienne répétée, et ensuite d'aller encore plus loin. Les techniques deviennent des méthodes si elles ne sont pas dépassées. La technicité est le dépassement de la technique. Un terme de Gilbert Simondon. C'est la modalité qui permet de créer, à partir d'un système de technique, le plus que du système, l'expérience de l'ouverture de l'œuvre à son excès, à ce qui ne peut être capturé par la répétition, à son faire-œuvre. Technique et technicité coexistent. Là où la technique engage les pratiques répétitives qui forment un corps de composition, qu'il soit organique ou inorganique, la technicité est un ensemble de conditions habilitantes qui tirent de la technique le potentiel de co-composition. La technicité est le processus qui s'étend à partir de la technique, créant de brefs intermèdes de plus que de la technique, recueillant de l'implicite la force de la forme. Cette qualité du plus que la technicité est ineffable. Elle peut être ressentie, mais il est difficile de l'exprimer dans le langage. Ce que la recherche-création peut faire, c'est rendre la technicité palpable à travers les registres. Elle peut œuvrer, comme le fait l'empirisme radical, dans le champ complexe des conjonctions ouvertes par les transitions de l'expérience, transitions qui s'accordent avec le plus que. En faire un événement, numéro 7. La conjonction entre recherche et création fait apparaître comment les modes de connaissance sont toujours à contre-courant les uns des autres, se réorientant activement dans les opérations transversales de différence, soulignant la déflexion au cœur de chaque conjonction. La conjonction est à l'œuvre, ajustant activement le couplage toujours immanent de la recherche et de la création, demandant comment la pensée dans l'acte peut être articulée et avec quel type d'expérience analogue elle peut être couplée, demandant comment une fabrication est une pensée à part entière, demandant ce que cette pensée pourrait être capable de faire. Entre parenthèses, ce serait peut-être une définition du concept de l'écologie des pratiques d'Isabelle Stengers.
Une réorientation de la pensée en tant que pratique fait partie de la création et de l'évaluation, ou mieux de la valorisation de nouvelles formes de connaissances. Dans les dernières pages de son exposé sur la fonction de la raison, Whitehead écrit: la qualité d'un acte d'expérience est largement déterminée par le facteur de pensée qu'il contient. Remettant en question l'habitude de placer les faits au-dessus de la pensée, je cite encore, la base de toute autorité est la suprématie des faits sur la pensée. Fin de citation. Whitehead s'interroge sur la tendance à placer la pensée en dehors de l'expérience. C'est, selon lui, ce qui ne va pas avec la méthode. Comment le fait de cette occasion, ce qu'elle fait, ce qu'elle ressent, où elle se déplace, pourrait-il être séparé par sa pensée alors que la pensée elle-même, je cite, est un facteur du fait de l'expérience. Penser dans l'événement suggère que les machinations de l'appétit sont à l'œuvre et qu'elles ont des effets profonds. L'activation transversale des champs relationnels de la pensée et de l'action est ce que j'appelle la recherche-création. Donc là, je vais passer, parce que sinon ça va être trop long, à la dernière proposition. Je passe par la métamodalisation de Guattari, je passe par les forces formatives là, de Simondon, et je finis avec le faire-œuvre, donc numéro 10. Lorsqu'une œuvre fait œuvre, elle s'exerce. Cela est aussi vrai pour une œuvre d'art que pour un poème, une histoire ou un article universitaire. Il faut dire peut-être entre parenthèses que pour moi, la recherche-création, elle n'est pas nécessairement liée à une œuvre artistique. Un récit philosophique peut aussi être un récit qui s'attarde, qui s'investit dans un faire-œuvre. Se concentrer trop sur le genre revient à chercher à contrôler le processus de l'extérieur vers l'intérieur. Laissez le travail vous emporter avec lui. Comme toute architecture, une œuvre produit un environnement et est produite par lui. Ayez confiance que l'œuvre trouvera des modes d'engagement avec les écologies qu'elle provoque et convoque. Cela pourrait impliquer de plonger dans une arène conceptuelle adjacente à ce que le travail de l'œuvre déroule. Cela pourrait signifier une note de bas de page nous emmenant sur un chemin parallèle. Mais essayez, lors de la collecte de l'architectonique de l'environnement, de ne pas imposer un cadre paranoïaque à l'œuvre. N'écrivez pas une déclaration d'artiste qui marque défensivement un territoire. Abstenez-vous de produire une enceinte pour vous-même et votre travail. Faire œuvre, ce n'est pas simplement créer une œuvre. C'est être orienté par le faire de l'œuvre elle-même, par le mode d'existence qu'elle suscite. Mené par la pratique un refus d'une binarité qui séparerait la voie du processus du mouvement de la pensée, la recherche-création cible l'intuition du plus que qui réside dans l'entre-trois de l'écologie des pratiques. Cet entre-trois est toujours plus que la recherche et la création. Le tiers, la force formative qui dirige, et le faire œuvre. Et en recherche-création, la sensibilisation envers ce faire œuvre est nécessaire. Car c'est ce faire œuvre qui oriente la pratique, qui, elle, est simplement la manière dont la pensée entre dans la matérialité de son activité. Penser, être dans le mouvement de la pensée, c'est perfectionner la pratique et laisser la pratique montrer la voie. Merci. Merci beaucoup. Ah, c'est bon, ça marche. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions dans la salle. Sinon, moi, j'en ai une qui revient, qui m'a marqué, parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, qu'on a échangé, la première chose que tu nous as dite, c'était la recherche-création est morte.
Et ça m'a marqué, je trouve ça très intéressant. Alors on a discuté ensuite, c'était... Voilà, est-ce que tu pourrais préciser ce que tu entendais par là, dans quelle définition, dans quelle exception, voilà, le cadre de cette remarque qui, ma foi, est très intéressante. Mais et c'était un peu violent de ma part, il faut dire, mais c'est que toutes les époques ont leur façon de vouloir préciser les modes d'expérimentation qui peuvent peut-être pour un moment résister à la capture. Donc, il y en a eu dans toutes les décennies et peut-être celui des années 90, c'était la transdisciplinarité. Il y en a toujours eu. Ensuite, au Québec, quand j'ai commencé à enseigner à Concordia en 2003, j'ai commencé à enseigner des artistes et je me suis retrouvée à faire des doctorats de recherche-création. La recherche-création, par contre, elle n'existait pas encore comme concept. Elle s'est installée dans le discours québécois autour d'une demande de subvention. Il faut pas oublier que ces concepts-là existent pour des demandes de subvention. Et elle s'est installée par le biais d'une demande énorme de 26 millions pour un processus plutôt visé vers les industries. C'est un processus une demande qui est devenue ce qu'on appelle aujourd'hui hexagramme. Et c'était l'intérêt des industries pour l'art qui a forcé les demandes de subvention d'accepter ce concept de recherche-création qui est devenu un mode par lequel les gens qui n'avaient pas de doctorat pouvaient aussi eux-mêmes demander des sous pour la recherche-création. Donc, c'était un mode de capture dès le début, il faut dire. Nous, moi, Brian Massumi, les gens du Science Lab, on s'est mis tout de suite à essayer de faire travailler ce concept d'une autre façon pour se dire, mais qu'est-ce qui pourrait exister dans les brèches? Qu'est-ce qui serait possible? Qu'est-ce qu'on peut inventer? Comment est-ce que ce qu'on fait depuis toujours est déjà la recherche-création? Où est la recherche-création dans la philosophie, etc., etc. Et je dirais qu'après 20 ans, il y a eu des expérimentations tout à fait extraordinaires et j'ai travaillé très, très fort à Montréal pour résister à inscrire, à créer un genre de modèle de recherche-création. Mais vous pouvez être certain qu'un modèle existe et qu'il est complètement capturé, ce modèle. Et qu'il y a des gens qui publient des livres de méthodologie de recherche-création et ça va pas vous surprendre non plus que ces modèles-là de recherche-création sont complètement dans les sciences humaines. Ils tirent toute valorisation des sciences humaines, etc. Donc, oui, c'est mort dans le sens que c'était mort dès le début. Et c'est vivant dans le sens que il y a toutes sortes d'expérimentations. Mais ce que j'ai entendu cet après-midi, c'est exactement là, ça se passe. Hein? Les gens sont toujours en train d'être créatifs. Et il faut, d'après moi, être dans une certaine duplicité stratégique. On veut expérimenter dans le cadre des systèmes académiques, c'est des systèmes ancrés dans le colonial. Il faut savoir comment jouer, comment inventer, mais il faut faire attention aussi de pas trop se laisser séduire par une idée, il me semble. Merci. Peut-être juste avant d'ouvrir les questions à la salle, j'ai une autre question moi, qui a trait au concept d'écologie des pratiques, qui me paraît assez intéressant. Donc, alors c'est un peu une double question. La première, c'est est-ce que tu pourrais développer ce concept, et ensuite comment la recherche-création comment là est nourrie par l'autre ou inversement. Il faut dire que je suis amie avec Isabelle Stengers et on n'est pas toujours d'accord sur mon interprétation de son concept. Donc, il faut dire que vous m'écoutez moi et pas Isabelle. Isabelle aurait peut-être une autre façon d'en parler parce que Isabelle a inventé le concept de l'écologie des pratiques à partir des questions sciences et philosophie. Mais ce que je retiens du concept de l'écologie des pratiques, c'est le différentiel.
très, très important de ne pas invoquer une complicité absolue entre les pratiques qui vivent qui ont des trajectoires différentes. Donc, une des choses, par exemple, j'enseigne en beaux-arts, je suis artiste aussi. Ce que je dis toujours aux étudiants, c'est que d'étudier la philosophie ne vous rendra pas un meilleur artiste. Quand je rentre dans le studio, quand je crée mes œuvres, il faut que je sois dans l'ouverture matérielle de ce que ces œuvres-là suscitent. Je peux pas rentrer avec un concept préformé et ça va faire une philosophie atroce et une œuvre atroce. Donc une écologie des pratiques, c'est vraiment dans la pensée de l'écologie. Qu'est-ce que ce moyen d'être en conversation à travers des domaines assez différents, qu'est-ce que ça peut produire? Et la chose la plus compliquée, il me semble, c'est que ce que ça peut faire, j'ai beaucoup aimé la conversation sur l'aile, parce que ce que ça peut faire prend du temps, ça prend des années. Souvent, je vais être en création pendant 10 ans avant d'avoir un sens philosophique de ce qui se passe. Et dans mon cas, toute la philosophie vient toujours de la création. Mais je parle très, très rarement de mes œuvres, parce que les œuvres elles-mêmes sont pas si intéressantes pour moi dans le cadre philosophique. Elles font quelque chose d'autre. Mais par contre, leurs échecs ou des questions qu'elles posent qui sont pour moi des questions problématiques m'ouvrent souvent une pensée philosophique. Donc, la recherche-création, pour moi, elle n'a pas besoin d'une œuvre parce qu'elle est ouverte par l'œuvre. Donc, l'œuvre n'a pas besoin de s'expliquer par la philosophie. C'est en fait très dangereux de faire ce travail, d'après moi, où l'œuvre a besoin de s'expliquer, parce que ce qui se passe dans un contexte académique, je le vois constamment, c'est que les gens, au lieu de vraiment se poser la question de ce que l'œuvre fait, comment elle fait œuvre, ils posent la question de l'écriture elle-même. Ils se tiennent seulement à l'écrit, comme si l'écrit pouvait faire tout le travail. C'est un danger. Ça prend des gens assez têtus pour casser cette tendance. Merci. Pierre, vas-y. N'hésitez pas à lever la main, peut-être juste pour que Erin voit où est-ce que vous êtes dans la salle par rapport à la caméra quand vous intervenez. Merci beaucoup. Oui, ça marche. Bonjour, Pierre Boite de l'Aile, à l'Aile à Bruxelles. Vous venez de dire la recherche n'a pas besoin d'œuvre car elle est ouverte par l'œuvre. Et c'est pas si simple à comprendre, je trouve. Est-ce que vous pourriez développer ça peut-être? Mm-hmm. OK, ben je vais donner un exemple concret. Donc, j'ai eu une exposition au mois de mai-juin à Londres et l'exposition intitulée Sans acre. Le travail de l'exposition, c'est un textile de 40 mètres qui m'a pris 8 mois à faire, donc un travail ardu, lent. Différentes méthodes techniques, un genre de tapisserie, disons. Bon. Depuis 4 ans, nous, on a un travail qui s'appelle le projet des 3 écologies. C'est un travail qui nous a pris 20 ans à créer. Donc, je vous dis ça comme ça, c'est une terre qu'on a de 100 acres dans le nord du Québec. C'est un projet écologique. Les 3 écologies, c'est un concept de Félix Guattari qui s'intéresse à la transversalité du social, du conceptuel et de l'environnemental. Alors, bon, ça serait faux de dire que l'œuvre que j'ai présentée à Londres, elle est un genre de compte-rendu des 3 écologies qui se passent dans le nord du Québec. Ça n'a rien à voir. Mais ça a tout à voir. Vous voyez, c'est pas que quelqu'un va rentrer dans l'exposition et reconnaître le travail ardu qui est un travail quotidien, vraiment, vraiment quotidien
à construire. C'est un lieu sans réseau. On travaille très fort dans la forêt. On fait du sirop d'érable. On est dans des parapédagogies, etc., etc. Donc, le travail des trois écologies dans le nord du Québec est un travail qui est vécu par le biais de ses propres questions. Le travail de 100 acres que j'ai présenté à Londres, c'est un travail de textile. Il peut pas faire... ils font deux choses complètement différentes, mais c'est sûr que le travail à Londres pourrait pas exister sans les trois écologies. Et il y a toutes sortes d'aspects de ce travail-là qui remettent en conversation, qui mettent en conversation le travail des deux. Mais il me semble que le travail vous pouvez le voir sur mon site web si vous voulez voir erinmovement.org, le travail de l'exposition, il a besoin de faire son travail sans que je l'explique. Donc, il y a rien dans le travail à Londres il n'y a pas de artist statement. Il n'y a rien qui essaie d'expliquer l'œuvre. D'après moi, il faut que l'œuvre existe elle-même et qu'elle fasse ce travail elle-même. Donc, c'est toujours une question pour moi de cette complémentarité qui existe certainement, mais je m'inquiète pour une tendance que je vois de plus en plus où on rentre dans la galerie et l'œuvre est expliquée sur le mur de la galerie. Il faut lire ce que l'œuvre veut dire et il faut relier à quelque chose d'autre. Ça devient un peu lourd et ça peut devenir très dogmatique et c'est de plus en plus commun, il me semble, de passer trop vite de l'un à l'autre. Disons ça comme ça. Merci beaucoup. Mais je précise ma question par rapport à l'expérience que l'on a à l'EL, où effectivement des artistes sont en recherche pendant quelques années, dans un processus où ils cherchent à partir d'une question qu'ils se posent au départ, et ils sont accompagnés pour ça, mais avec presque l'obligation de ne pas produire de résultats, donc de ne pas produire d'œuvres. Donc ici, est-ce que ça vous semble compatible? Est-ce que ça vous semble intéressant qu'un artiste cherche pendant quelques années sans avoir comme vision, comme visée de produire une œuvre artistique et on est dans les arrivants, donc une scène de théâtre ou une pièce de danse ou que sais-je. Quel serait l'intérêt dans votre perspective de faire cela? Oui, tout à fait. Je dirais que le doctorat interdisciplinaire qu'on a à Montréal, à Concordia, il est très semblable à ça. Donc, on demande aux gens de pas écrire sur eux-mêmes, premièrement. Donc, c'est un doctorat de recherche-création où on prend au sérieux que d'être artiste, c'est déjà de penser par le faire-œuvre. Donc, c'est pas une question de créer une œuvre, c'est une question d'être dans la pensée du faire-œuvre. Et donc, après 4-5 ans, il peut y avoir eu des œuvres. Parce que souvent, la pensée peut créer des œuvres. Mais l'idée n'est pas du tout de proposer une œuvre. C'est pas nécessaire. L'œuvre sera l'œuvre. Et elle trouvera sa façon de s'articuler. La raison que je m'inquiète pour le langage. Je suis écrivaine, je suis philosophe, j'adore écrire. J'ai rien contre l'écriture. Mais c'est pas toujours par l'écriture que cette recherche trouvera sa meilleure matérialité. Donc moi, avec les étudiants, je reste très ouverte à ce que la façon de s'exprimer soit pas le langage. C'est une tension incroyable à l'université qui veut que ce soit le langage. Là, l'année dernière, au mois de novembre, on a soutenu la première thèse au doctorat sans écriture, mais pas une œuvre. C'est-à-dire que c'était pas une œuvre au lieu de l'écriture. C'était un autre mode d'expression. Je pourrais expliquer plus. Donc, pour moi, ça reste une question très ouverte de comment on finit par exprimer ce processus. Mais ce que j'ai adoré dans ce que vous avez décrit à l'EL, c'est qu'il me semble que c'est vraiment le rêve pour moi de pouvoir créer une ambiance de recherche qui prend vraiment au sérieux que ce que l'artiste fait, c'est d'être en recherche. Et pour moi, cette recherche est aussi philosophique que matérielle. Oui.
Merci beaucoup, c'est très clair. Merci beaucoup. Pardon. Juste, ça m'intéresse, juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, du coup, si la thèse, elle n'est pas matérialisée par un écrit, du coup, quels ont été les moyens de rendre compte de cette recherche et en quoi, du coup, cette nouvelle forme, elle a permis de faire émerger d'autres choses que ce qui viendrait de l'écrit, par exemple? Ouais. Alors, c'est une longue réponse. Mais j'essaierai de rendre ça court. Donc, c'est une artiste qui s'appelle Hajé Baker. Elle est kurde syrienne, réfugiée dans la première vague. Donc, elle est venue à Montréal en 2002. Et elle a donc entamé un doctorat dans la quarantaine. Elle s'est retrouvée dans un contexte où il y a beaucoup de conversations à propos de la décolonisation. On en parle sans cesse, décolonisation. Mais les tendances de décolonisation sont encore ancrées dans une colonisation. C'est-à-dire que il faut être d'accord au moins sur l'idée que le mode d'évaluation, il est là depuis longtemps et qu'on a des modes de valorisation qui soutiennent un mode de pensée, disons ça comme ça. Et donc, au cours du travail de Hajé, il faut dire que notre doctorat est différent que ceux en Europe. On a des cours à suivre, ensuite on a des examens à faire, ensuite on a une proposition de thèse à faire. Donc, il y a beaucoup de temps avant qu'on écrive et c'est pas du tout difficile de trouver un moyen de valoriser dans ces moments-là. C'est-à-dire que on pourrait dire qu'arriver à la 4e année, mon Dieu, on nous a fait souffrir et il y a eu plusieurs moyens de nous dire qu'on est intelligent ou non. Mais bref, en tout cas, Hajé s'est retrouvé dans un contexte où on lui demandait sans cesse de mettre de l'avant un mode d'histoire orale par écrit. C'est-à-dire qu'elle est kurde syrienne. Elle n'a jamais eu la possibilité dans sa vie d'écrire dans sa propre langue. C'est contre la loi en Syrie. Et là, on lui demandait dans sa 3e langue, en anglais, d'écrire son histoire kurde. Et elle ne voulait pas, pour des bonnes raisons, hein, c'est clair. À un moment donné, je lui ai dit, mais si, par exemple, on écrivait des recettes. Donc, on a commencé à écrire un livre de recettes. Donc, elle a commencé à écrire un livre de recettes. Donc, des recettes, tu sais, entendues autant comme des recettes de nourriture que des recettes de vie. Elle a aussi un enfant autiste. Elle est elle-même autiste. Donc, aussi des recettes de parents, etc. Bref, donc, on a écrit un petit livre de recettes. Mais non, le comité voulait avoir une méthodologie. Ça revient toujours à ça, hein, toujours. Mais c'est bien beau, des recettes, mais quelle est votre méthodologie? Là, donc, et elle a échoué. Désolée, mais l'histoire est très longue. Alors, elle a échoué. On m'a contacté pour me dire, Erin, c'est une artiste magnifique. Vous comprenez, on aime beaucoup ce qu'elle fait, mais vous êtes d'accord que vraiment, c'est pas un doctorat qu'elle devrait avoir. Il faut vraiment l'encourager à faire ce qu'elle fait, mais c'est pas vraiment un doctorat. Là, je suis allée la voir. C'est une femme tout à fait extraordinaire, très silencieuse. Et elle m'a regardé, les grands yeux. Elle m'a dit non. Alors, je me suis dit, bon, OK, alors on continue. Comment est-ce qu'on continue? Donc là, j'ai écrit une lettre à l'université leur demandant de me laisser écrire son doctorat. En disant qu'il y a une histoire dans l'histoire de l'art. Il y a plein d'histoires de gens qui écrivaient pour des autres. Pourquoi pas me laisser écrire son doctorat? Non, on m'a réécrit que c'était pas possible d'écrire le doctorat d'une étudiante, etc. Bref, des années ont passé. Ça a pris 11 ans. Et finalement, une autre étudiante autiste a fini son doctorat en recherche-création, un doctorat tout à fait extraordinaire.
Et j'ai demandé à cet étudiant qui s'appelle Mayra Morales de passer une semaine avec Rajet et d'écrire sa thèse. Donc, Mayra a passé une semaine à écrire en conversation avec Rajet la thèse de Rajet. J'ai trouvé un nouveau comité. J'ai demandé au comité de ne pas lire la thèse que Mayra avait écrite, mais ça nous prenait une thèse pour pouvoir passer à la prochaine étape. C'est-à-dire qu'on a utilisé la thèse que Mayra a écrite, que Mayra a signée. On a utilisé cette thèse, on l'a déposée, mais on a demandé au comité d'attendre la soutenance. Ensuite, on a pris une grande salle à l'université, on l'a couverte de papier, tout, le plafond, le sol, les meubles, tout. Et pendant un mois, on a invité les gens à rentrer dans la salle et écrire le doctorat. Donc là, pendant un mois, les gens sont rentrés dans la salle et ils ont écrit. Donc, le jour de la soutenance, on s'est retrouvés avec un espace extraordinaire, vraiment extraordinaire, où des enfants, des jeunes, des gens de la communauté kurde, des artistes, etc., avaient écrit dans plusieurs langues, beaucoup de Kurdes. Et là, il y avait, comme toujours, un examinateur externe et interne. Là, je ne pouvais plus rien faire, mais j'avais mon comité. La thèse que Mayra avait écrite était là pour que tout le monde puisse la voir. Et Rajet, elle a dit quelques mots. Avant la soutenance de sa thèse, elle s'appelait Khadija. Elle a pris son nom kurde à voix haute, donc elle s'est nommée Rajet. Elle a dit quelques mots à propos de la perte de son langage et comment le concept de décolonisation voulait encore lui voler sa façon de parler. Et puis, ça a été honnêtement la soutenance la plus extraordinaire que j'ai jamais vécue. Ça a duré. Les gens étaient en larmes. Elle a eu la plus haute note qu'on pourrait avoir. Il y a eu aucune question de qui que ce soit qui n'avait pas quelque chose d'extraordinaire qui était en train de se passer. Donc, ça a été un moment tout à fait touchant parce que moi et Rajet, on s'était entendus les deux qu'elle pouvait échouer. Et c'était clair que, tu sais, on pouvait juste se rendre à ce moment-là. Mais qu'à partir de ce moment-là, il n'y avait plus rien que je pouvais faire ou qu'elle pouvait faire. Mais finalement, ça a été très touchant. Et les gens, c'est une des choses qui m'a touchée le plus, c'est qu'une fois la soutenance terminée, il y avait beaucoup de gens dans la salle, dont très peu de gens, presque tout le monde était racisé dans la salle. Et les gens ont parlé, souvent pendant une demi-heure, des étudiants, surtout des étudiants, sans avoir le sens qu'il fallait arrêter. C'était extraordinaire. Donc voilà, c'est l'histoire. Ça n'a pas été facile pour moi. J'ai des collègues qui sont très résistants à ce genre de choses. Mais ce que je dirais, c'est que c'est pas quand les gens ont peur, ils pensent que tout d'un coup, demain matin, tout le monde va faire ça. C'était beaucoup plus difficile que d'écrire une thèse de doctorat, finalement. Ça a pris des années, ça a été... Donc, je pense pas qu'il faut avoir peur. Il faut juste être sensibilisé à la possibilité que les connaissances et que la matérialité de la pensée s'exprime autrement. Donc, voilà. Oui, bonjour Erin, c'est Marc Clérivet, ici. Voilà. La caméra va tourner. La caméra n'est pas bien tournée. Ah, donc, oui. Oui, bonjour. Je m'interrogeais par rapport à ce que tu disais sur l'œuvre. En fait, juste peut-être par rapport au point de vue dans lequel tu prends ce processus, c'est-à-dire là tu parles du point de vue de l'artiste, du point de vue du public, est-ce qu'elle opère de la même manière
Tu vois, est-ce que cette œuvre appelle pareil de la même manière ou... Parce que là, on n'est pas forcément dans un processus, c'est-à-dire que c'est un processus d'un artiste qui rencontre le processus d'un public. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, quand bien même le public serait un être unique, alors que ce n'est pas le cas. Je ne sais pas, ça m'est venu à l'esprit. Comment concevoir... Alors, en parlant du point de vue d'un musicien aussi, d'un artiste du spectacle vivant, c'est-à-dire que quand tu proposes, toi, d'exposer des œuvres à Londres, c'est déjà pas la même chose, parce que l'œuvre, elle est arrêtée dans le temps, elle est fixe, alors que, du coup, pour le spectacle vivant, à partir du moment où c'est pas un film ou un disque, c'est quelque chose qui est juste une rencontre, quoi. Mhm, mhm. Je peux pas aller plus loin. Oui, c'est une question super intéressante. Comme j'ai dit avant, pour moi, la recherche-création est plutôt philosophique. C'est-à-dire que les artistes ont toujours été des chercheurs. Il faut faire attention, je pense. Il y a des formes hybrides que les gens appellent la recherche-création que je trouve super inintéressantes. Donc, c'est dur pour moi de généraliser, mais je vais vous donner un exemple. J'ai un étudiant qui a fait un doctorat magnifique, un musicien. J'en ai encadré plusieurs, mais celui-ci est peut-être un bon exemple. Il s'appelle Hubert Gendron-Blais et il s'intéressait. Donc, je ne sais pas si vous en aviez entendu parler, mais en 2012, on a eu des grandes manifestations à Montréal et au Québec contre le gouvernement. Les étudiants étaient en grève longtemps. Ça a été vraiment extraordinaire et ça a changé une génération de gens parce que c'était quand même 9 mois, une manifestation tous les jours. Et Hubert était au cœur d'un des groupes militants et ça l'a beaucoup touché. Et plusieurs années plus tard, il a décidé de faire un doctorat à propos du son des manifestations. Donc, c'est un doctorat, l'écrit du doctorat, il est très philosophique. Il s'est intéressé à l'affect, aux intensités, même à la physique du son. Et en même temps, il a commencé un travail d'ensemble musical. Il n'y a pas un lien direct entre ce qu'il a écrit et le travail musical qu'il a fait. C'était pas didactique dans ce sens-là. C'était pas une œuvre qui débouchait nécessairement de l'écrit. C'était deux choses qui se passaient de façon assez parallèle. Et des modes d'improvisation qui ont eu lieu à force d'être en conversation avec ces gens-là à propos de l'affect du son, etc. Donc, le spectacle qui a eu lieu était un spectacle orienté par la recherche, mais pas à propos des manifestations. Et le spectacle était tout à fait extraordinaire. Je crois que ce spectacle n'aurait pas pu être l'œuvre qu'elle est devenue sans toute la pensée qui a eu lieu pendant ces plusieurs années de réflexion autour de l'affect du son. Mais de la relier, c'est ce que j'essayais de dire avec mon œuvre à Londres, ça devient dogmatique et didactique si on essaie trop fort de relier les deux choses. On est changé par notre pensée, par le mouvement de la pensée, et certainement ce mouvement de la pensée ouvre de nouvelles voies artistiques. Dans quelle mesure c'est différent de ce qu'on aurait fait avant, et peut-être pas la question pour moi qui est la plus urgente. Pour moi, la plus urgente est plutôt de l'autre côté, de se dire attardons-nous, faisons attention de pas revenir à des modes très conservateurs pour définir la recherche. C'est plutôt du côté de la recherche que je m'inquiète, où tout d'un coup, le musicien a besoin de se définir par l'écrit, où le musicien a besoin
de montrer par son œuvre qu'il a bien ou elle a bien compris quelque chose qui ensuite a eu lieu dans l'écrit, que l'écriture elle-même devienne aussi intensive, aussi créative. Et par là, je ne veux pas dire dans les phrases nécessairement, mais dans la pensée, que le processus de l'œuvre. Je ne sais pas si c'est clair. Merci. On a eu le temps pour une dernière question, si quelqu'un souhaite intervenir. Non? Pof? Si? Très bien. Bah, écoutez, eh ben, merci beaucoup, Erin. Du coup, je pense qu'on peut applaudir. Merci beaucoup. Merci à vous. Désolée d'être si loin.